c'est un super exercice entrepreneurial, les muses, parce que ça t'oblige à faire toute la chaîne de valeur et tous les métiers d'une boîte en fait, parce que tu es obligé de décrocher le téléphone, tu es obligé de mettre en place les process emailing, tu es obligé de créer du contenu, etc. etc. Et c'est un super exercice entrepreneurial. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Valentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le CEO de Coup d'État. Je suis le CEO de Coup d'État parce qu'on a séparé Coup d'État de The Family pour en faire une boîte à part entière qui a une mission un tout petit peu différente de The Family. Là où The Family veut aider des gens à créer des boîtes en hyper croissance, des startups qui vont dominer le monde, nous on va aider les gens à créer des boîtes dont ils sont fiers et des boîtes de tout type. Des boîtes comme des muses, par exemple. On a organisé une série de conférences, il y en a une par semaine qui s'appelle donc Coup d'État Talks, où on invite à chaque fois un entrepreneur ou une entrepreneure à raconter son parcours et à donner les leçons qu'il ou elle a apprises. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est les leçons, on est vraiment dans le qu'est-ce que j'ai appris et comment vous pourriez le refaire vous. Aujourd'hui, on accueille Maxime Blondel, donc qui est le créateur de 3 marketplaces dans l'événementiel. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que Maxime, il bosse chez The Family maintenant, et en fait, il a un revenu passif qui tombe tous les mois. Donc là, on est à presque un peu plus de 4 000 € par mois, donc la slide est même fausse en fait. Et il bosse 1 heure par jour pour juste maintenir son business à flot et faire tourner le truc. Le détail qui compte, c'est qu'en fait, il a vendu ces 3 boîtes très récemment et que donc maintenant, il peut venir sur scène et vous raconter tous les trucs qu'il a mis en place pour arriver à faire tourner un business comme celui-là. J'espère que vous allez trouver des clés et des trucs hyper intéressants pour pouvoir reproduire ces comportements-là et pouvoir vous aussi créer des boîtes comme celle-là. Et je vous remercie d'accueillir Maxime. Salut à tous, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour la petite histoire, il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais étudiant et j'étais au fond d'un amphi. J'avais des écouteurs dans la manche et en fait, je regardais Coup d'État. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir à mon tour redonner. Aujourd'hui, on va parler des muses. Alors, les muses, c'est un sujet hyper intéressant. Déjà, pour un petit, l'idée du jour, c'est vraiment que vous ressortiez et que vous ayez toutes les cartes en main pour que vous aussi, vous puissiez créer votre muse. On va en parler de façon très concrète et je vais essayer d'être le plus transparent avec vous, de vous donner un peu tous les secrets. Pour faire un petit historique des muses très rapidement, en fait, c'est un terme qui a été répandu par un auteur, un entrepreneur américain très connu qui s'appelle Tim Ferriss. Tim Ferriss, il a écrit un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Je vais être franc avec vous, j'ai pas lu ce livre. En réalité, je m'y refuse pour mon bien-être mental et psychique. Il faut comprendre que Tim Ferriss s'amuse à lui, c'est de vous vendre ce livre et beaucoup de formations en ligne sur son blog. Donc moi, je m'y suis refusé, mais beaucoup de respect pour Tim Ferriss. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. En tout cas, je ne pourrais pas vous donner les leçons de ce livre. Alors, une muse, c'est un business hyper intéressant parce que c'est le seul business en fait où la seule fonction que vous devez optimiser, c'est le temps. Et c'est votre temps en fait. Prenons un exemple, si vous montez une startup, vous devez optimiser la fonction de la croissance de votre boîte. Donc il faut que tous les jours, toutes les semaines, vous ayez plus de croissance que la veille. Si vous montez un restaurant, la fonction qu'il faut que vous optimisiez, c'est le revenu, c'est la marge de ce restaurant. Pareil pour une agence, pareil si vous êtes un freelance. Une muse, c'est un tout petit peu différent, c'est que vous devez toujours tout optimiser pour que ça vous prenne le moins de temps possible. Alors, pour vous raconter un peu mon histoire et comment j'en suis arrivé à créer des muses, à la base, je ne devais pas du tout être entrepreneur. Je ne savais même pas ce que c'était. Moi, je voulais être journaliste radio. Donc, je suis très content aujourd'hui. On m'a filé un micro et on m'a dit que je pouvais parler dedans. Donc, je suis super content. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai très vite compris que j'étais pas assez bon à l'école pour faire une école de journalisme. J'avais pas du tout les notes et que c'était pas un métier qui allait beaucoup recruter à l'avenir. Donc, en fait, j'ai fait un choix que beaucoup font, c'est que j'ai été en école de commerce. J'ai fait une école qui s'appelle l'IUT Paris-Descartes, qui est une école de commerce publique en 2 ans. Et en fait, après le bac, je me retrouve à l'IUT Paris-Descartes. Et ce qui se passe, c'est que je rencontre un mec là-bas qui deviendra mon meilleur ami. Ce mec s'appelle Jean. Et Jean, au bout de quelques mois, me dit: mec, il y a les campagnes du bureau des étudiants qui se lancent. Est-ce que ça te dit qu'on candidate, qu'on lance une liste BDE et qu'on essaye de devenir le prochain bureau des étudiants de l'IUT Paris-Descartes? Alors moi, à l'époque, j'y connaissais trop rien, mais le mec arrive à me convaincre. En gros, il me dit qu'il y aura des bières et des meufs. Donc c'était suffisant pour me convaincre en fait. Et donc je lui dis allez, let's go. Et en fait, quelques mois plus tard, ce pote-là, Jean, rate ses partiels et
il me dit bah Max, moi j'ai vu avec mes parents, va falloir que j'arrête tout ça et je vais devoir me concentrer sur mes études et sur les prochains partiels. Donc là je me retrouve à devoir reprendre cette liste BDE. Je sais pas par quel hasard, mais en fait on gagne ces campagnes BDE. Et là je me retrouve, en fait l'été arrive et je dois organiser un week-end d'intégration pour les étudiants, les prochains étudiants, un week-end d'intégration de 700 participants. Donc je commence à rencontrer des agences de voyage, à négocier avec elles. Pour vous donner un ordre d'idée, un week-end d'inté de 700 personnes, c'est un contrat qui équivaut à peu près à 100 000 euros. Moi à l'époque j'ai 18 ans, j'y connais rien, j'ai jamais rien négocié de ma vie. Au final j'arrive à me mettre d'accord avec un prestataire, une agence de voyage, et je signe le contrat. Et à ce moment-là, les anciens de l'asso de l'année précédente me disent Max, il y a un petit souci, l'asso elle est fichée à la Banque de France. C'est impossible en fait, d'immatriculer l'association à la préfecture, c'est impossible d'ouvrir un compte bancaire pour l'asso. Et là, l'agence de voyage avec laquelle c'est signé me demande en fait une caution de 50 000 euros, 50 chèques de 1 000 euros. Et là, je me retrouve en fait à sortir mon petit chéquier où il y a 100 euros sur mon compte et à faire ces 50 chèques de 1 000 euros. Et je vous raconte ça parce que je pense que c'est à ce moment-là en fait que j'ai basculé du côté des timbrés et que j'ai enfin, on est tous un peu dans la salle, on va pas se mentir, et que je me suis vraiment dit qu'en fait c'est ça que je voulais faire de ma vie et que j'étais vraiment accro à cette adrénaline, à cette prise de risque parfois inconsidérée qu'on peut prendre quand on est entrepreneur. Toute cette histoire-là, elle a du sens pour les muscles que j'ai créés. En fait, ce qui se passe, c'est que l'année se termine et j'ai de la chance. On remplit le week-end d'intégration de 700 personnes, on organise pas mal de soirées, ça se passe assez bien pour nous. Et en fait, à la fin de l'année, je détecte une opportunité de marché. Je me rends compte que pour organiser des soirées, louer des salles, c'est très facile. Il y a plein d'agences, plein de plateformes qui font ça. Trouver des traiteurs, pareil, c'est assez facile de trouver un bon traiteur. En revanche, il y a un truc par lequel j'étais obsédé, moi, c'était que je voulais qu'à chaque soirée, toutes les heures, il y a un truc qui se passe, qui relance la soirée, qu'il y ait des danseuses brésiliennes qui passent, qu'il y ait des magiciens qui accueillent les gens. Et à l'époque, en tout cas, il n'y avait aucune agence qui proposait ça, il n'y avait aucune plateforme qui proposait ça non plus. Et je me dis, je vais créer la première agence d'animation événementielle pour les associations étudiantes. Donc, je suis tout content, j'arrive à Shotgun, le nom de domaine animationévénement.com. Et je me lance dans ce projet, je fais ça le soir et les week-ends. Et en fait, ça marche pas du tout. Je crois qu'en 6 mois, j'ai dû générer 100 euros de bénéfices. Donc, même pas de quoi payer les serveurs du site. Et en fait, ça marche pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un très mauvais commercial. Donc, à chaque fois que j'essaye de vendre un produit, j'appelle les mecs et je bégaye au téléphone et j'arrive jamais à rien à vendre en fait. La deuxième raison, c'est que je cible les associations étudiantes et c'est une très mauvaise cible. Les associations étudiantes, s'il y en a qui en connaissent dans la salle, elles n'ont pas d'argent, donc c'est impossible de signer quoi que ce soit avec elles. Elles vous demandent 10 devis et elles ne vont jamais rien signer. Et la dernière raison, c'est que ce marché de l'animation événementielle, pourquoi j'avais détecté une opportunité de marché, c'est qu'il n'intéressait personne en fait. Parce qu'en fait, c'est un marché hyper éclaté où tous les produits sont vraiment différents. Entre vendre une prestation de danseuse brésilienne et vendre la location d'un château gonflable géant, les produits ne sont pas du tout les mêmes et chaque produit a ses spécificités et c'est très très dur à vendre. Donc je fais ça pendant 6 mois et au final j'arrête parce que j'ai pas fait d'argent, le business ne tourne pas en fait. Et à ce moment-là, ça fait 3 ans que j'étudie et ça fait 3 ans que je suis au fond de l'amphi en fait, à tricher, à faire autre chose, à regarder des vidéos de coups d'état, à faire plein de choses comme ça. Et je me dis que je vais arrêter mes études et à la place d'un master, je vais me prendre 2 ans pour entreprendre. Je ne sais pas encore trop quoi. Donc là, je vais voir mes parents. Et pour vous donner un ordre d'idée, mon frère a fait Polytechnique. Donc quand il a s'agit d'aller voir mes parents, j'avais un peu la tête baissée. J'étais pas hyper fier. Mais ils sont très très cool avec moi et ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Et donc à ce moment-là, avec des potes, on a une idée. On veut aller en concurrence de LinkedIn sur la cible des moins de 25 ans. Et on se dit qu'on va lancer une start-up. C'est pas le sujet du jour, mais on a fait toutes les erreurs du monde. Ça n'avait pas du tout la tête d'une start-up. Et on a fait toutes les erreurs du monde et on pourra en discuter. Et en fait, on fait ça pendant 11 mois et on décide d'arrêter parce que ça marche pas, tout simplement. On a pivoté plusieurs fois. Et là, je sais vraiment pas quoi faire de ma vie. En fait, ce qui se passe, c'est que le matin, je fais toujours semblant d'aller au bureau pour pas inquiéter ma mère. Et je scrolle sur Facebook, j'ai vraiment rien à faire. Et un jour, je me rappelle qu'en fait, j'ai oublié de déconnecter ce site animationévénement.com. Et je me dis, tiens, je vais aller voir ce qu'il est devenu en fait. Je vais sur Google, je tape animation espace événement. Et là, je comprends qu'il commence à se passer un truc parce que c'était pas le cas avant. En tapant animation espace événement dans Google, c'est le premier lien qui ressort. C'est mon site que j'avais oublié de débrancher en fait. Et donc je me dis, je vais aller voir les demandes de devis qui ont été faites via ce site. Donc je me connecte à Typeform, qui est un logiciel qui coûte 20 € par mois et qui vous permet de brancher à votre site un formulaire intelligent que moi j'utilisais pour capter les demandes de devis des clients. Et je me connecte à Typeform
Et là, ça m'a marqué et ça a été un vrai tournant pour moi. En fait, je me rends compte que la dernière demande qui a été faite, 1 heure avant que je me connecte, c'est Louis Vuitton, LVMH, et qui dit noir sur blanc, euh, on a 5000 euros, on a une soirée dans une semaine et on veut signer très rapidement et on veut des glaces ice roll. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des glaces ice roll, mais c'est ce truc rond où les mecs roulent des glaces. C'est un concept assez tendance en ce moment. Et moi, clairement, j'ai besoin de ces 5000 balles. J'ai plus une thune, mais je sais que si les mecs, je les appelle, je vais encore bégayer au téléphone et il va rien se passer. Donc en fait, je sais pas trop quoi faire. Et là, il se passe un deuxième hasard et j'ai eu beaucoup de chance. C'est que le soir, je mange avec un pote, je lui raconte ça et il me dit mais Max, t'es con. Ça fait des années que tu me saoules avec les startups, Airbnb, etc. Pourquoi tu fais pas de la mise en relation? Je me suis senti très con à ce moment-là, ça paraissait évident. Donc en fait, c'est ce que je fais. Le soir, j'appelle mon prestataire partenaire qui fait ses glaces ice roll. Je lui dis voilà, j'ai le contact d'LVMH, ils ont 5000 euros, ils veulent signer vite. Si tu les signes, moi je te donne le contact mail et le contact téléphone. Tu me renvoies une commission de 20%, je le teste, ce qui fait 1000 euros. 3 jours après, ce prestataire-là me rappelle et il me dit Max, fais-moi une facture de 1000 euros, je te dois 1000 euros. À ce moment-là, je comprends qu'il se passe un truc parce que, à part bosser en boîte, dans les bars la nuit, etc., moi, j'avais jamais gagné d'argent et que là, j'ai transféré un mail et je viens de me faire 1000 balles. Et en fait, là, il me reste 1 an. C'était le deal avec mes parents avant qu'ils me virent de chez moi. Il me reste 1 an pour entreprendre et je me dis, je vais passer les 6 prochains mois à faire switcher ce site qui est une agence d'animation événementielle pour les associations étudiantes à une vraie plateforme de mise en relation d'animation événementielle, mais là qui cible les entreprises. Parce que je comprends que les entreprises, elles ont du budget, elles sont prêtes à signer rapidement et elles négocient pas trop au final. Donc je fais ça en fait. Pendant 6 mois, je développe le site. Je fais en sorte que ça a vraiment la tête d'une marketplace. Je crée beaucoup de pages, je contacte beaucoup de prestataires par téléphone. Et au bout de quelques mois, je me rends compte qu'en fait, il y a une saisonnalité de marché. C'est-à-dire que les entreprises, de septembre à décembre, elles organisent beaucoup de soirées. Et de janvier à février, en fait, elles n'organisent pas de soirées. Donc il y a des mois où je gagne 0 euros, il y a des mois où je gagne 2000 euros. À ce moment-là, je travaille beaucoup, je travaille 10 à 15 heures par jour pour être honnête, parce qu'il y a beaucoup de pages à créer, beaucoup de prestataires à démarcher par téléphone, et ça m'a vraiment formé au commercial. Et en fait, pour répartir les risques, je décide de dupliquer cette plateforme de mise en relation dans les animations événementielles en 2 autres plateformes. En fait, je crée une plateforme de location de salles et une plateforme de réservation de traiteurs. Ça s'appelle unesalleaparis.com et traiteurparisien.com. Et je fais ça encore pendant 6 mois, donc je démarche des traiteurs, je démarche des salles, je crée les sites et je me rends compte en fait que là ça fait 1 an que je travaille là-dessus, j'ai beaucoup travaillé, 10 à 15 heures par jour et je me rends compte que là je commence à faire au bout d'1 an 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, que j'ai tous mes prestataires, que mes pages elles sont bien référencées dans Google, que j'ai plus franchement je travaille à ce moment-là, je me réveille de plus en plus tard et je me rends compte qu'en fait je travaille 1 heure à 1 heure et demie par jour. Et c'est comme ça en fait que je me rends compte que j'ai créé des muses. C'est parce que j'en parle en soirée et c'est un pote qui me dit, qui a lu Tim Ferriss et qui me dit mais mec en fait t'as créé des muses. Et pour être très transparent avec vous là raconter comme ça vous pouvez vous dire oui le mec est développeur, il a créé des plateformes de mise en relation avec des algorithmes de recherche, etc. C'est pas du tout le cas en réalité. Moi je sais pas coder et pour être très franc avec vous, ces 3 sites-là, ces 3 plateformes, en fait c'est ni plus ni moins que des sites Wix, donc des sites vitrines avec lesquels j'ai connecté Typeform dessus, donc un formulaire que j'utilisais pour faire des demandes, pour recevoir les demandes de devis de mes clients. Tout ça est connecté à Excel. Moi j'ai une base de données de prestataires que je tiens dans Excel, donc tout simple. Et tout ça est connecté en fait avec un outil qui s'appelle Zapier, qui coûte pas très cher et qui vous permet de connecter n'importe quel outil. Et en fait le process, pour être très franc avec vous, j'ai essayé après coup de le poser sur papier et je souhaite vous le partager aujourd'hui. Alors prenons l'exemple de la marketplace de traiteurs. J'avais un process qui était très simple. J'allais sur Google, je regardais toutes les plateformes de traiteurs et tous les sites des traiteurs. Je listais tous les types de produits qui existaient. Donc par exemple, vous pouvez faire un buffet de cuisine asiatique, un buffet de cuisine française traditionnelle, un buffet gastronomique. Je listais toutes les prestations. Et une fois que j'étais arrivé à 100, 200 prestations, là je les triais dans des catégories dans lesquelles il y avait des sous-catégories. Donc par exemple, prenons l'exemple d'une catégorie, et vous pourrez aller voir sur les sites, il y avait une catégorie qui était les types d'événements, et dans cette catégorie de type d'événements, vous aviez soirée d'entreprise, cocktail d'entreprise, congrès d'entreprise, conférence d'entreprise, etc. etc. Et dans ces sous-catégories, je classais tous les produits. Et en fait, le fait de ne pas savoir coder et le fait de devoir développer ces sites avec Wix, c'est je pense en fait ce qui a fait la différence et ce qui a permis à ces marketplaces de vraiment performer et en fait de créer ces muses, c'est que
tout était basé sur le SEO, donc le Search Engine Optimization. L'idée, c'est de créer du contenu et des pages qui sont très bien référencées dans Google. Et le fait de ne pas savoir coder et de ne pas savoir coder un moteur de recherche, en fait, c'est que ça m'a demandé de faire le travail en fait, de schématisation d'un moteur de recherche qui est ni plus ni moins en fait, qu'un arbre à peu près généalogique. En fait, vous avez une page d'accueil, vous avez des catégories dans lesquelles vous avez plein de sous-catégories et dans lesquelles vous classez vos produits. Et en fait, à chaque fois que je lançais une nouvelle plateforme de mise en relation, c'était des sites, quand je les mettais en ligne, qui avaient entre 200 et 300 pages, et chaque page avait un objectif pour être bien référencé sur une requête dans Google. Donc il y avait une page qui était là pour être référencée sur le terme clé traiteur pour soirée d'entreprise. Il y avait une page qui était là pour être référencée sur le terme clé traiteur pour congrès d'entreprise. Il y avait une page traiteur asiatique, etc., etc. Vous avez compris le concept, je pense. Et donc ça, c'est ce que je faisais. Et en fait, ces sites-là, quand je les lançais, c'est des coquilles vides. C'est-à-dire que moi, j'allais sur Google, je prenais des photos de plats sur des sites américains. Le droit français n'est pas le même que le droit français, que le droit américain, donc j'avais peu de chances de me faire attaquer. Et en fait, je créais plein de pages avec si tu allais sur le site, tu avais l'impression qu'il y avait plein de produits et que c'était génial et que tu allais forcément avoir des super devis. La vérité, c'est que quand je lançais ces sites, j'avais aucun prestataire partenaire. Et le process que j'ai mis en place, c'est qu'à chaque fois en fait, que je recevais une demande de devis, c'est là où je démarchais le prestataire. Pourquoi je faisais ça? C'est parce que ça a été un petit hack, c'est que j'étais un mauvais commercial et que j'avais compris que le seul moyen de convaincre des prestataires partenaires, donc là des traiteurs, de bosser avec moi et de me rétrocommissionner 15 à 20%, en fait, c'était de leur dire, leur expliquer le concept, leur expliquer qu'il y a une rétrocommission. Et à la fin, la petite carotte, c'était regardez, on a reçu cette demande de devis de tel grand groupe, ils ont beaucoup de budget, donc bossez avec nous. Et à chaque fois, les mecs me disaient oui, en fait, parce qu'ils voulaient la demande de devis en question. Et ça a été un vrai hack, en fait. Je vous parle de ça parce que un point hyper important, si vous voulez faire des muses, c'est pas vraiment ce que vous vendez, en fait. C'est vraiment la façon dont vous le vendez. Et moi, je crois vraiment en une thèse qui est que la distribution, une bonne distribution gagne sur un bon produit. Et encore plus dans le cas des muses, moi clairement ce qui a fait toute la différence, c'est que je me suis formé quand j'ai compris que c'était le SEO mon facteur clé de réussite, je me suis formé au SEO en fait, et j'ai fait en sorte d'aller embêter des acteurs, des startups hyper connus ou des grands groupes sur des termes clés. Et si vous tapez traiteur parisien dans Google, il y a des chances que je sois premier ou deuxième, et ça sur à peu près toutes les pages de mon site. Et c'est vraiment, je pense que ce que vous devez comprendre si vous voulez créer une muse, imaginons que vous ne vouliez pas lancer une marketplace, dans tous les cas, il faut que vous réfléchissiez à quel est le hack de distribution qui peut vous permettre d'automatiser en fait la fonction commerciale. Il faut que les leads viennent à vous sans que vous ayez à les démarcher. Donc vous ne pouvez pas payer des commerciaux. Donc il faut que vous trouviez un hack. Je vous donne un autre exemple, une muse très connue. C'est un mec qui a écrit un PDF qui s'appelle Evernote Essential. Qui connaît Evernote Essential? Ok, Evernote Essential, en gros, c'est un PDF avec, c'est la notice de l'application Evernote. Et le mec, il avait un savoir très rare. Il s'est vraiment cassé la tête à tout lister. Et il a commencé à en vendre, il a vu qu'il y avait de l'intérêt, mais il s'est dit il faut que je hack cette partie distribution, il ne faut pas que ça me prenne du temps de démarcher les gens. Et en fait, il a été sur des plateformes d'affiliation. Et à l'époque, ces plateformes d'affiliation, les affiliés qui vendaient ces PDF étaient rémunérés 20% de commission des prix des produits. Et lui, il a décidé de rétrocommissionner 60 à 80%. Et en fait, tous les affiliés ont voulu bosser avec lui. Le mec est devenu richissime. Les affiliés qui ont vendu son PDF Evernote Essential sont devenus richissimes. Et je pense que c'est un très bon exemple de hack de la distribution que vous devez appliquer si vous voulez créer une muse. Alors, je vais être très franc avec vous. La première, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai détecté une opportunité de marché. Il n'y avait pas grand monde sur le marché. Les deux autres que j'ai créés ensuite, les deux autres plateformes, unesalaparis.com et traiteurparisien.com, en fait, c'est ni plus ni moins que des copycats. Vous connaissez peut-être Privatiseur, qui est la startup phare de location de salles en France actuellement. J'ai ni plus ni moins fait qu'un copycat de Privatiseur. Pour le site traiteurparisien.com, en fait, c'était un copycat de Mon Banquet, qui est une super startup qui vous permet de trouver des traiteurs à Paris. Et je pense que dans la salle, si vous voulez être sûr de faire une muse qui marche, c'est de prendre n'importe quel marketplace qui marche aujourd'hui et d'en faire un copycat. Je ne sais pas, vous pouvez par exemple faire une marketplace de designers d'intérieur ou d'architectes d'intérieur. En tous les cas, le vrai secret là-dedans, c'est que si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper et de faire de l'argent, reprenez ce modèle que je viens de vous expliquer, trouvez une marketplace très connue et faites-en une petite version pour vous-même. Alors,
il y a juste 3 règles que j'ai réussi à identifier qui, selon moi, faut respecter absolument, et c'est un peu l'Eldorado des marketplaces. En tout cas, si vous voulez en faire des muses, la première règle, c'est qu'il faut que vous fassiez une marketplace en B2B. Je vous l'ai expliqué, mais en gros, les entreprises ont du budget. Tous les particuliers ne sont pas prêts à dépenser 2000 € tous les mois, en fait, alors que pour des entreprises, c'est beaucoup plus commun. Et elles négocient beaucoup moins, les process de négociation sont beaucoup plus courts. Et une bonne cible, c'est de trouver une marketplace où vos clients, c'est des entreprises, donc en B2B. La deuxième règle pour avoir une muse, une marketplace qui fonctionne, c'est d'avoir un panier moyen élevé. Je m'explique. Si vous lancez une marketplace qui vise des clients, des particuliers, il y a des chances que le panier moyen soit jamais supérieur à 50 ou 100 €. Et prendre 20% de 50 €, ça fait franchement pas beaucoup d'argent, ça fait 10 €. Il va falloir en faire beaucoup chaque jour pour arriver à créer un revenu minimum de 2000 € tous les mois. Alors que si vous trouvez une marketplace dont la cible est les entreprises et que le panier moyen est minimum de 1000 €, si vous prenez 20% de commission, à chaque fois que vous apportez un lead à un prestataire partenaire, donc que vous apportez un client, vous gagnez donc 20% de 1000 €. À chaque fois, vous gagnez 200 €. Et en fait, il vous en suffit 10 dans le mois pour générer 2000 €. Et franchement, 10, c'est à la portée de tout le monde, honnêtement. C'est très très simple. Et c'est, je pense, le deuxième point. Et le dernier, ça c'est un supplément, c'est pas obligatoire, mais il faut que vous arriviez à avoir un unfair advantage, vraiment un avantage qui vous différencie de la concurrence. Moi, pour vous donner un exemple, pourquoi j'ai eu beaucoup de chance et la plateforme d'animation événementielle, j'avais un unfair advantage, c'est que j'avais travaillé pendant 1 an au BDE, ensuite j'avais bossé pendant 1 an dans les bars en boîte, et en fait les prestataires type les danseuses brésiliennes, elles sont pas trouvables sur Google, elles sont pas trouvables sur Facebook. Le seul moyen de les trouver, c'est d'être en soirée et de leur demander leur carte à la fin de la soirée. Et moi, en fait, ma base de données de prestataires d'animation événementielle, c'était impossible de la créer autrement qu'en travaillant en boîte pendant un petit moment. Et si vous avez un unfair advantage de ce type-là, qui peut être en fait lié à un secteur dans lequel vous travaillez depuis longtemps, ça peut être lié à un marché que vous connaissez très bien ou un secret que vous avez, il faut que vous arriviez à l'utiliser et aller dans ce sens-là parce que ça va faire toute la différence et je suis persuadé que vous pouvez créer une très très bonne muse. Alors, à chaque fois que je parle de ces marketplaces-là, le réflexe de tout le monde, il est de me dire mais attends Max, ton modèle il est complètement, enfin il est pas bon en fait parce que comment tu t'assures qu'à chaque fois que tu apportes un client à un prestataire partenaire, à chaque fois qu'il le signe, comment tu t'assures qu'il va te le dire et qu'il va te rétrocommissionner l'argent qu'il te doit. Et en fait ça c'est un vrai truc que j'ai découvert, c'est qu'il faut être hyper à l'aise avec ce modèle qui est complètement imparfait, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois vous devez optimiser votre fonction de temps et pas les revenus ou pas le modèle. Et vous ne pouvez pas loquer complètement une marketplace. Quand vous allez dans un Uber, typiquement si le mec vous donne sa carte pour aller à l'aéroport, ils le font tous et Uber peut rien faire à ça en fait. Et là c'est la même chose. En fait mon process était très simple. Tous les 2 mois, j'envoyais une liste Excel de tous les leads que j'avais transmis à chacun de mes prestataires partenaires et je lui disais merci de revenir vers moi en me disant lesquels tu as signé. Et ça peut paraître hyper contre-intuitif, mais en B2B en tout cas quand tu trades avec des entreprises, déjà, c'est une vraie découverte, 90% des gens sont réglo. Je pense que c'est lié au fait que tout le monde dans le monde professionnel fait attention à sa répute. Et en fait, 90% des gens vont dire voilà, j'ai signé ça, 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 voilà les factures, merci de me faire une facture de temps. Et en fait, c'est effectivement un modèle imparfait, mais vous allez perdre beaucoup trop d'énergie à essayer de traquer ces 10% de fraudeurs, alors que vous pourrez utiliser cette énergie à faire complètement autre chose. Donc soyez à l'aise avec ce modèle qui est imparfait. Ce qu'il faut, c'est optimiser votre temps et pas forcément vos revenus. Alors, j'ai voulu être vraiment transparent avec vous. J'ai voulu vous partager mes chiffres. Aujourd'hui, j'ai revendu ces 3 marketplaces. Je les ai revendus à un traiteur qui lui va faire, enfin, c'était déjà des très bons produits. Pour le coup, il y avait des super prestataires dessus et j'avais beaucoup de clients très heureux. Ça, je tiens à le dire. Je l'ai vendu à un traiteur qui lui va faire un truc super, il va recruter des équipes, il va développer le business. Donc franchement, c'est des super business et ça va en devenir des encore meilleurs. Moi, je voulais vous partager un peu mes chiffres. Ce qui est important quand vous faites une muse, et je vois beaucoup de muses qui ne respectent pas ce grand principe et du coup, ça en devient des muses qui prennent beaucoup trop de temps aux gens dans la journée. Il faut que vous arriviez à trouver un modèle simple qui vous permet de prévoir combien vous allez gagner à la fin du mois. Dans l'idée, moi, tous les soirs, j'ouvrais mon Google Analytics et tant que j'avais 300 visiteurs uniques, je ne m'inquiétais pas et je savais combien j'allais gagner à la fin du mois. Je vais vous le détailler très rapidement, mais en gros, sur ces 3 sites, je faisais 300 visiteurs uniques par jour.
ça équivalait à 30 demandes de devis par jour, donc un taux de conversion de 10%, ce qui est assez bon. Là, un taux de conversion qui est beaucoup plus mauvais. Je transformais qu'un seul devis par jour. C'est aussi lié au fait que les paniers moyens étaient super élevés. Mais en fait, le modèle est très simple, c'est que mon panier moyen était de 1 600 €. Comme je vous l'ai dit, c'était un panier moyen vraiment élevé. Donc ma commission moyenne était de 17%. Donc à chaque fois, c'est avec certains prestataires, en fonction des produits, j'avais une commission qui était de 15%, avec d'autres, j'avais 20%, et ça donnait 17%. Donc ça avait une commission moyenne de 272 €. Il y a 251 jours ouvrés dans l'année. Je ne compte pas les week-ends, parce que là, il y a beaucoup moins de monde sur votre site les week-ends. En fait, générer un volume d'affaires à l'année qui était de 400 000 €, ça faisait 68 000 € à peu près de revenus. 5 600 € de revenus bruts par mois pour moi. Vous enlevez les charges auto-entrepreneur, parce que je facturais tout en auto-entrepreneur, et il vous reste le salaire que je gagnais en bossant 1 heure, 1 heure et demie par jour. Et ça, j'ai gagné ça pendant 1 an. Donc en tout cas, il faut que vous arriviez à trouver un modèle qui vous permet de voir très rapidement et en moins d'1 minute si tout se passe bien sur la plateforme. Je vous donne un exemple, un très mauvais exemple de muse selon moi, c'est le dropshipping. Je sais qu'il y a plein de gens sur Facebook qui essayent de vous vendre des formations sur comment devenir riche en 30 jours. Il faut comprendre que leur muse, comme Tim Ferriss, c'est justement de vendre ces formations, sauf qu'eux sont vraiment moins bons que Tim Ferriss. Et le problème du dropshipping, moi depuis que j'ai des muses, j'ai la chance de rencontrer, quand on parle un peu autour de toi en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on le pense qui a des muses ou des petits business à côté qui rapportent 100, 200 € par mois. Et à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du dropshipping, en fait, c'était un taf à plein temps. Parce que le dropshipping, vous devez être constamment, chaque heure, devant vos tableaux parce que vous dépensez de l'argent en Google AdWords ou en publicité Facebook. Et il faut à chaque fois optimiser cette publicité pour que ça ne vous revienne pas trop cher et que vos revenus aussi soient optimisés. Donc vous êtes constamment devant vos dashboards. Et du coup, en fait, tous les mecs que j'ai rencontrés qui commençaient à faire 2 3 000 € jusqu'à 20 000 € par mois, en réalité, c'était un taf à plein temps. Donc je vous le dis, si vous voulez faire des muses, le dropshipping n'est pas une muse. Le dropshipping, en gros, très simplement, c'est faire du e-commerce, vendre des produits en ligne, mais sans avoir de stock. Donc, en fait, tu passes commande à des usines en Chine qui, elles, vont faire la livraison au client final. Et le problème du dropshipping aussi, c'est que vu que c'est les usines en Chine qui envoient ton produit, ils les envoient avec 3 semaines de retard. Les produits sont souvent abîmés, les mecs ne les reçoivent jamais. Et en fait, il y a une grosse fonction SAV qu'il faut gérer. Et ça, en fait, les clients te harcèlent toute la journée pour justement parce qu'ils n'ont pas reçu leurs produits. Donc, c'est pas vraiment une muse de dropshipping. Le seul entrepreneur que j'ai vu qui a réussi à faire une muse où il gagnait 2 3 000 € par mois, c'était la semaine dernière. J'étais à un dîner à The Family et je parle avec un entrepreneur. Et cet entrepreneur, il développe un produit consumer que tout le monde pourrait utiliser. Et donc, actuellement, il essaye de trouver ces 1000 vrais fans, ces 1000 fans hardcore qui vont lui permettre derrière d'atteindre une masse critique d'utilisateurs beaucoup plus grande. Et je lui dis, mais mec, ça fait 6 mois que je vous vois itérer, vous pivotez tous les mois et t'es pas stressé, ça va et tout. Il me fait, non, moi ça va, j'ai une muse et tout. Donc il me raconte. Et en fait, son père a un business, il a une boîte de distribution depuis des années. Son père, en fait, importe des CD vintage type ACDC, etc. de Russie. Et il les vend à des magasins en France. Et lui, il s'est dit, moi je vais faire la même chose, mais je vais acheter ces CD à mon père, donc en plus un tarif préférentiel parce que c'est mon père. Et en fait, je savais même pas que ça existait encore ce site. Il vend ses CD sur eBay. Et en fait, quand on vous dit de faire du dropshipping, on vous dira toujours créer un site sur Shopify, qui est l'équivalent de Wix si vous voulez créer un site e-commerce. Trouver des produits sur AliExpress qui sont des produits qui sont produits par des usines en Chine et qui les expédient. Mettez un outil qui s'appelle Oberlo entre les deux, qui est gratuit et qui vous permet d'automatiser Shopify avec AliExpress. Et en fait, je pense que c'est une très mauvaise chose parce que en faisant ça, vous n'allez pas du tout hacker la distribution. Et je pense que lui a réussi parce qu'il n'a pas de site en propre et donc il n'a pas à faire de publicité pour ce site. Mais lui, il passe par eBay. Et eBay s'occupe de la communication et de l'acquisition pour lui en fait. Et c'est en ça que lui a hacké la distribution. Alors, donc, je ne vous conseille vraiment pas de faire du dropshipping. Moi, je m'y suis essayé. J'ai perdu beaucoup d'argent. C'est pas un truc très très facile. En revanche, une muse qui est hyper intéressante, c'est la muse de la vente d'informations ou de savoirs rares. Si vous avez une information secrète ou un savoir rare, vous pouvez le mettre en ligne sur Internet et le mettre en libre accès contre une petite somme d'argent, je ne sais pas, imaginez 50 € par exemple. Alors, il y a des très bons exemples de ça. Moi, je ne sais pas si je devrais le raconter, mais je me suis aussi essayé à cette muse-là et je n'ai pas du tout réussi. J'avais des potes qui étaient très chauds sur Tinder et qui avaient développé un arbre décisionnel. En gros, un arbre décisionnel, c'est un arbre commercial.
L'idée, c'est que si on te répond ça, il faut répondre ça, etc. Et eux étaient persuadés que voilà, ça fonctionnait, vous avez plus de chances d'avoir un rencard avec la personne en face et de rentrer avec elle. Ils l'ont testé, ils m'ont dit que ça marchait. Donc, et moi, je me suis dit que j'allais commercialiser ce truc-là. Donc, c'était un PDF, ni plus ni moins, que j'avais essayé de vendre, je crois, 40 €. Et donc, j'avais créé tout un storytelling. J'avais appelé ça The Fucking Secret Grimoire. Ça n'a pas du tout marché parce que j'ai pas réussi justement à hacker la distribution. J'ai contacté beaucoup de journalistes et personne n'a voulu en parler. J'ai essayé de créer un bouche à oreille autour de moi et personne n'a réussi à en parler. En revanche, un exemple de muse où eux ont réussi à faire ça s'appelle OMGYes. Vous pouvez regarder omgyes.com. En fait, c'est une plateforme d'éducation en ligne de vidéos, donc c'est un MOOC qui propose aux femmes 6 vidéos de 40 minutes aux jeunes femmes donc, qui va leur apprendre à découvrir leur plaisir, redécouvrir leur plaisir sexuel. Donc déjà, je trouve une muse qui a une super mission, en plus une vraiment belle mission pour le coup. Et OMGS, c'est une muse qui marche très très bien. Je crois que ça coûte 50 € et il faut payer une fois 50 € si vous voulez pouvoir regarder ces 6 vidéos de 40 minutes. Et ça a très bien marché pour eux parce qu'ils ont hacké justement la distribution. Ils ont juste à le mettre dans les mains de 100 femmes et en fait le produit était tellement incroyable que les femmes dans la minute elles l'avaient partagé à leur groupe de potes sur WhatsApp. Donc ça, c'est le premier hack qu'ils ont trouvé. Et le deuxième hack qu'ils ont trouvé en termes de distribution, OMGS, c'est qu'ils ont contacté des journalistes de médias féminins. Et le produit était tellement incroyable et allait faire tellement de buzz qu'en fait, tous les journalistes se sont précipités pour écrire. Et une fois qu'il y a un journaliste qui a écrit, tous les autres suivent et ça fait un effet boule de neige. Et aujourd'hui, la personne qui a créé OMGS est devenue très riche. Il y a peut-être, je pense à ça, mais il y a peut-être sûrement aussi un truc à faire pour les mecs en mode omgyes.com. Je dis ça comme ça s'il y en a qui veulent s'y essayer. En tout cas, si vous voulez vendre des PDF, des vidéos avec un savoir rare, sachez que c'est une très bonne muse parce que une fois que les vidéos ou le PDF sont écrits, ou même le bouquin, si vous arrivez à bien le distribuer, vous n'aurez plus à travailler, sachant qu'il se distribuera tout seul et que le livre, ce sera écrit. Je ne sais pas s'il y a des freelances dans la salle ou des gens qui sont dans des agences. Ouais, il y a des freelances. Ok, bah vous, c'est assez simple, vous pouvez vous essayer un truc. Si vous êtes développeur ou designer, vous pouvez aller sur il y a des plateformes. Il y en a une très connue qui s'appelle Creative Market. Il y en a une autre qui s'appelle Evanto, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous pouvez créer des templates de sites web ou de logos, de design, de PDF ou de slides, les mettre en ligne sur ces marketplaces, sur ces plateformes, et des gens peuvent les acheter. Donc à chaque fois, je pense que les plateformes prennent des commissions. Et si vous vendez, je sais pas, un template WordPress à 50 €, la plateforme prendra 20% de commission, mais vous en prenez 80 et vous n'aurez rien fait parce que vous serez chez vous, vous serez en train de dormir et le truc se vendra tout seul. Et ces plateformes-là vont s'occuper justement de toute la partie acquisition. Donc je pense que c'est un bon exercice pour démarrer et pour commencer à faire quelques centaines d'euros par mois sans beaucoup travailler. Alors un autre type de muse que j'adore et j'avoue je me suis fait avoir, c'est les muses loufoques. Qui dans la salle a déjà acheté une étoile pour son petit ami ou sa petite amie? Putain, je suis le seul, merde. La honte. Donc j'ai fait ça, je me suis aussi acheté une parcelle de la Lune. Un bout de parcelle de la Lune. Donc il y a plein de sites, vous pouvez voir, si vous tapez acheter morceau Lune ou acheter morceau de planète du système solaire, ou si vous tapez acheter étoile, il y a plein de sites qui se font concurrence et c'est un vrai business. Je pense qu'il faut vraiment considérer l'aspect que les gens parfois achètent des choses juste parce que ça les fait marrer. Et moi, je me suis acheté une étoile parce que ça me faisait marrer, je me suis acheté un bout de la Lune parce que ça me faisait marrer, et je sais très bien que c'est pas réel. Et en fait, ces mecs-là, je pense que c'est une très 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 bonne muse parce qu'ils ont tellement été copiés que ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ça au final, même si on n'a pas tant que ça dans la salle au final. Un dernier type de muse que j'ai découvert très récemment et que je trouve très 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 intéressant, c'est l'accès à des communautés de savoir rare. Je m'explique. Vous connaissez tous Slack? Ouais. Ok. En gros, il y a des muses qui se lancent en ce moment. C'est un peu les dernières que j'ai vues et c'est hyper smart honnêtement. C'est des freelances qui ont tous le même savoir. Par exemple, ça peut être le gros hacking ou alors le SEO. Ils se regroupent par groupe de 5 ou 10. Ils ouvrent des Slack et ils disent voilà, si vous voulez avoir accès à ce Slack, il faut que vous payiez 500 ou 900 € par mois. En fait, c'est une forme d'automatisation et de scale du freelancing ou des agences. Et en fait, ces mecs, ils se mettent d'accord entre eux, ils se disent tous, voilà, nous on se met tous d'accord, toi tu prends le lundi et tu dois bosser sur le site, moi je prends le mardi, etc. Et en fait, avec le nombre de clients et la masse de clients, ils arrivent tous à se faire des revenus qui sont
entre je pense 2000 et 5000 euros par mois en fait en bossant qu'une seule journée dans le mois parce qu'ils se répartissent le travail et c'est des accès à des communautés, il y en a quelques-unes que vous pourrez trouver et je pense que c'est hyper intéressant parce que en plus de ça apporte beaucoup de valeur et ce sera ni plus ni moins que votre travail de freelance si vous êtes freelance. Un autre exemple de muse très connu, c'est le crowdfunding. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit, ça s'appelle Squatty Potty, ça a été énormément copié. C'est ce que vous mettez aux toilettes pour les mecs, pour rehausser vos pieds et avoir la bonne position, la position naturelle qui est la position du fœtus, pour justement que tout se passe bien aux toilettes. Et en fait, ça, quand on regarde, c'est ni plus ni moins qu'un bout de plastique qui coûte 50 centimes à produire en Chine dans une usine. Les mecs ont créé une campagne de crowdfunding, c'est un des produits les mieux vendus au monde en termes de campagne de crowdfunding. Je ne sais plus combien ils ont levé, mais peut-être 1 ou 2 millions. Et c'est un produit qui coûte 20 centimes à produire. Je pense que c'est les usines en Chine qui s'occupaient de la livraison. Et les mecs vendent ça quand même 30 € sur leur site. Juste parce qu'ils ont créé un super beau marketing, un truc super drôle avec un beau logo, des vidéos. Et si vous avez une idée de produit hyper marrante comme ça vous coûte rien d'essayer une campagne de crowdfunding comme ça. J'ai vu dernièrement des mecs qui avaient fait un couteau à beurre où il y avait des petites rainures et ce qui faisait que ça faisait un truc super sympa quand vous passiez sur le beurre et ça crée plein de petites rainures. C'est super con mais pareil c'est un produit qui a été énormément financé, c'est un des plus gros succès de Kickstarter et au final une fois que la campagne est terminée, il y a des chances que vous ayez pris 1 ou 2 millions si vous arrivez à faire ça et qu'en fait ça vous coûte rien à produire et que vous ayez 1 million de côté pour faire ce que vous voulez les 10 prochaines années. Donc si vous y arrivez, franchement bien joué. Un autre type de muse, et je pense que c'est le plus dur à faire, je m'y suis un petit peu essayé et c'est très 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 dur, c'est le coup de com'. Je ne sais pas si vous connaissez ces apps, mais juste ici, il y a un site qui s'appelle The Million Dollar Homepage. C'est juste un mec qui a acheté le nom de domaine The Million Dollar Homepage, et sur le site, quand vous arriviez il y a quelques années, il y avait marqué un pixel coûte $1. Si vous voulez qu'à vie vous ayez la pub pour votre entreprise sur ce site qui restera en ligne à vie, payez. Et le mec donc, a rempli la page, vous pouvez aller voir, le site est toujours en ligne, et il s'est fait $1 million. Et il a juste codé un petit truc qui faisait que toi, quand tu uploadais ta photo et que tu disais je veux 10 pixels, ça me coûte $10, ça uploadait directement l'image en front sur le site. C'est très, très rapide à coder. Et s'il y a des devs, ils comprendront que c'est très rapide à faire. Et le mec s'est fait quand même $1 million et je pense qu'il était tranquille tout le reste de sa vie, juste avec une idée un peu marrante. Le deuxième exemple, c'est cette app qui s'appelle I'm Rich. Alors, pareil, très très con. L'app s'appelle I'm Rich. Il la vend $799 sur le store, sur Apple Store, parce que en fait c'est le maximum c'est le prix maximum que vous puissiez donner sur le store. Et en fait c'est une app que si vous l'achetez, ça coûte $799 et il y a juste un rubis qui s'affiche et vous êtes content. Vous pouvez aller en soirée et vous avez votre bouteille de Dom P dans la main et dans l'autre vous avez votre portable et vous pouvez dire à tout le monde que vous êtes tellement riche que vous avez réussi à acheter l'appli I'm Rich. Et vous pouvez l'acheter. C'est un peu une perte de temps, mais faut comprendre que ce mec-là, il a juste passé, je pense, 1 heure à développer cette appli. Il l'a mis en ligne sur le store. Et à chaque fois qu'elle est vendue, le mec prend 800 balles. Je sais pas si vous imaginez le truc, quoi. Et donc, si vous avez des idées comme ça, vous pouvez testez-les. C'est super dur. La dernière muse que je voulais partager avec vous, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, le mec qui a complètement hacké Spotify, qui a créé sa playlist, qui a pris plein de comptes premium, qui les a fait tourner à l'infini et qui en fait a fait tellement d'écoutes qu'il a réussi à prendre 1 ou 2 millions d'euros. Au final, il s'est fait attaquer par Spotify, mais je suis pas sûr qu'à l'époque, dans les CGU, les CGV et les mentions légales, c'était illégal, donc je suis pas sûr qu'ils perdent. Si vous arrivez à trouver un hack, essayez de l'exploiter. Assurez-vous quand même que c'est légal avant de le faire. Moi, je vous conseille vraiment pas de ce genre de muse. On peut rapidement, quand on fait des muses, tomber dans des choses illégales. Donc, vendre des produits, par exemple, sur un site e-commerce et jamais délivrer les clients. Et c'est vraiment pas une bonne chose parce que déjà, c'est pas hyper fair. Et en plus de ça, les muses qui sont pas fair ne durent jamais très longtemps. Moi, pourquoi mes muses, ça fait 3 ans qu'elles tournent? En fait, c'est parce que j'ai mis 1 an à travailler 10 heures par jour pour les mettre en place et qu'aujourd'hui, j'ai pu en fait en bénéficier pendant 3 ans et elles tournaient très très bien. Mais si vous voulez faire des muses qui sont pas éthiques ou qui sont pas dans la loi, je pense que c'est pas une bonne idée et vous aventurez pas là-dedans parce que je pense que vous allez perdre à la fin. Voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les clés pour créer vos muses. Moi, je serais ravi de vous aider à créer les vôtres. Je suis disponible sur tous les réseaux, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, contactez-moi sur Facebook, LinkedIn, par mail. Je
je pense que la chose que la plus grande leçon que j'ai prise avec ces muses, plus que effectivement c'est un type de business où il faut optimiser son temps, en fait c'est que c'est un super exercice entrepreneurial et je pense qu'il faut le prendre comme un jeu. Faites-le le soir, le week-end, et un jour après 10 muses, vous arriverez sur une qui va fonctionner. Et je ne vais pas vous mentir, c'est comme tous les business, c'est compliqué. Il y a sûrement que 10 ou 20% dans la salle qui à la fin vont vraiment réussir à générer 2-3 000 euros par mois. Ce dont je suis sûr, c'est qu'avec tout ce que je vous ai raconté, si vous faites des marketplaces ou que vous vous aventuriez dans d'autres exemples, vous allez y arriver. Moi, je serais vraiment ravi de vous aider. Prenez-le comme un jeu et je vous souhaite vraiment que ça vous permette de vous rendre plus libre, de pouvoir vous concentrer sur vos passions, de pouvoir faire plein de choses à côté. Et on pourra en parler, mais c'est vraiment un super exercice entrepreneurial. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc la question, c'est qu'effectivement, vu qu'il faut optimiser son temps, est-ce que pour bootstrapper et créer tout ce contenu, ces pages, etc., est-ce qu'on peut passer par des plateformes comme Upwork ou d'autres? Alors effectivement, moi je me suis posé la question et je peux le faire, mais il va falloir trouver les bons freelances qui créent du bon contenu. Là, dans ces marketplaces-là qui sont vraiment basés sur du SEO, sachant que ton facteur clé de réussite numéro 1, c'est d'être très bon en SEO, je te conseille de prendre 1 mois ou 2 mois à te former au SEO et d'être sûr que ça va fonctionner, parce que si tu passes tout ce temps à créer du contenu en fait qui n'est pas bon, ce sera beaucoup de temps perdu, et trouver des freelances sur Upwork qui vont faire un très bon travail de rédaction de contenu. Je ne sais pas si ça fonctionne. Essaye-le, tu me diras. Mais je conseille quand même. En plus, franchement, se former au SEO, c'est sympa. Ça te servira peut-être sur les 10 prochaines années. Donc, en plus, c'est intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est un super exercice entrepreneurial, les muses, parce que ça t'oblige à faire toute la chaîne de valeur et tous les métiers d'une boîte, en fait, parce que tu es obligé de décrocher le téléphone, tu es obligé de mettre en place les process emailing, tu es obligé de créer du contenu, etc. etc. Et c'est un super exercice entrepreneurial. Donc, moi, je te conseillerais plus de le faire toi-même, quitte à ce que ça prenne du temps et que tu puisses que le faire le soir et les week-ends si tu as un job. Ouais. Ouais. La question est, donc j'ai beaucoup parlé de résilience et du coup, est-ce que quand je passais 10 heures par jour à créer du contenu, créer des pages, est-ce que justement je le faisais chez moi ou est-ce que j'allais en espace de coworking avec des potes? Alors effectivement, je pense que si tu peux le faire avec des potes, c'est plus sympa. Ce sera, je pense, plus dur. Moi, je le faisais tout seul chez moi. Donc en fait, pendant 10 heures par jour, je bossais et je créais du contenu de façon très bête et méchant et de façon très robotique. Et le soir, pour me détendre, j'allais boire des bières avec des potes, mais enfin, si ton truc pour te détendre c'est d'aller courir, va courir. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Ce sera aussi bien dans un espace de coworking avec des potes que chez toi. Il faut juste apprendre à se connaître. Moi, je bossais très bien de chez moi, donc je l'ai fait de chez moi en fait. Alors la question c'est, est-ce que Wix c'est très bon pour le référencement? Je préfère être transparent. Je suis un hardcore fan de Wix. Wix a changé ma vie. Et je sais qu'il y a un gros lobby des développeurs qui défoncent Wix à longueur de journée. Je préfère le dire, en plus il y a des caméras, c'est cool. Je suis la preuve qu'on peut faire du très bon SEO avec Wix. Effectivement, Wix, il y a encore quelques années de ça, c'était pas un produit vraiment ouf, on va pas se mentir. Là, depuis 3 ans, les mecs ont fait évoluer le produit et le produit est de plus en plus incroyable. Tu peux accéder au code, tu peux connecter des bases de données en SEO. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer autrement. C'est que je pense avoir prouvé que Wix peut être très bon en SEO. En plus, il l'améliore tous les jours. Faut pas oublier que Wix, c'est une boîte israélienne, je crois, qui est valorisée, qui est cotée, qui est valorisée de 2 milliards d'euros. Donc en plus de ça, personne peut pirater ton site. Si quelqu'un veut pirater ton site, il s'attaque à Wix et Wix te protège. Donc déjà, c'est un gros avantage. Après, moi, je trouve que c'est un produit incroyable. Je pourrais en parler des heures. Et s'il y a un sujet qui me fait vriller quand je parle sur des forums avec des mecs, c'est quand des développeurs essayent de défoncer Wix. Ça me fait complètement vriller. Et en fait, je suis obligé de répondre et je débat pendant des heures avec les mecs. C'est devenu insupportable. Et en fait, il faut comprendre que pourquoi les développeurs défoncent Wix. Effectivement, le code est un peu dégueulasse si tu regardes, mais il s'améliore et ils vont l'améliorer. Ça va devenir un produit vraiment incroyable. En fait, c'est que Wix sont les premiers à avoir assumé qu'ils voulaient tuer les développeurs et qu'il y avait des mecs qui, à l'époque, en freelance, vendaient des sites vitrines à 20 ou 50 000 euros à des clients alors que ça leur prenait une journée à développer, et qu'avec Wix, les mecs sont passés à 1000, 2000 euros le site vitrine. C'est pour ça qu'ils ont eu la Wix. Mais c'est un super outil. Hein. Franchement, moi j'ai tout testé. Hein. J'ai testé Squarespace, Strikingly. Il y en a beaucoup d'autres et beaucoup qui se lancent, mais je suis toujours revenu à Wix. Oui. La question c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas continuer avec ces marketplaces, de les revendre, alors que j'aurais pu peut-être un peu plus les automatiser. Et effectivement, en fait, c'est une raison purement personnelle, honnêtement.
Si j'avais été résilient, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent qu'en faisant cette revente. En fait, c'est très simple. Ça me passionnait plus, j'avais plus la motivation et j'avais envie de faire d'autres choses de ma vie. J'avais appris beaucoup, mais j'apprenais plus rien. Et en fait, c'est très personnel, mais je vois la vie qu'un peu. Enfin, j'essaye toujours d'optimiser ma courbe d'apprentissage et j'essaye à chaque fois, chaque année, je me pose et je me dis est-ce que ma vie ça a été vraiment stylé cette année, et donc j'essaye de viser des aventures et des trucs sympas, et ça franchement ça me passionnait plus vraiment, et donc c'était un choix hyper personnel. Ouais, je saurais pas trop te l'expliquer autrement, c'était hyper perso effectivement, c'est un peu irrationnel, mais il y a aussi un truc, c'est que tu vois, aujourd'hui je travaille à The Family, la mission me passionne vraiment et j'apprends énormément, et c'est super cool d'aider plein de startups à créer des géants européens avec beaucoup d'ambition. On bosse beaucoup à The Family, et quand je rentrais le soir et qu'il fallait que je me retape une heure et demie de dispatch ou de report, etc., franchement j'avais plus la motivation, et en plus de ça c'était une charge mentale, tu vois. C'est toujours un truc que tu as dans la tête, en fait c'est une partie de ton cerveau que tu n'utilises pas pour penser à d'autres trucs, donc c'est un choix perso et j'ai préféré m'en séparer. J'avais appris beaucoup, j'avais mis un peu d'argent de côté, et c'était la meilleure décision que j'ai trouvée. Oui. Alors la question est pourquoi je me suis concentré sur le canal d'acquisition SEO et pas les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Alors la question s'est posée effectivement. J'avais juste en fait pas envie de payer de la publicité sur Facebook, LinkedIn ou autre. La question s'est posée, mais c'est un choix en fait. Moi j'ai compris que si je voulais automatiser cette fonction commerciale, c'était le SEO qui le permettait, et gratuitement, si j'étais bon. Mais il y a des grandes chances qu'effectivement, si tu as une muse qui soit autre chose que des marketplaces ou je ne sais pas, c'est à toi de te poser la question, quel est le meilleur canal d'acquisition, de distribution en fait. Donc ça peut être très bien Instagram, hein. Si tu arrives à trouver un modèle où en dépensant 10 € en publicité Instagram, tu en gagnes 100, bah, ton modèle il est trouvé, hein. Tu fais 90 € de marge, donc dépense de plus en plus d'argent en publicité Instagram, et effectivement, on gagne de l'argent comme ça. Moi, c'était juste que c'était le seul moyen d'avoir un canal d'acquisition gratuit. Mais je pense qu'effectivement, la question se pose à chaque fois en fonction de chaque muse, et le cas sera vraiment propre à chaque muse. Il n'y a pas de grande règle par rapport à ça. Mais après, pour terminer, effectivement, j'ai essayé de la newsletter, après j'ai essayé un peu de LinkedIn, etc. Et ça fonctionnait, hein. J'ai juste essayé de me concentrer parce que le SEO, ça me prenait 0 minute dans la journée en fait. Oui. La question est à quel moment il faut se dire qu'on arrête parce qu'on a capté un mauvais besoin et notre muse ne marche pas. À quel moment? En fait, je pense que le bon moyen sûrement serait de vendre un premier truc avant de développer quoi que ce soit en SEO ou qu'en site, tu vois. Enfin, moi, je suis arrivé comme ça, là-dessus complètement par hasard, mais il faut faire le travail au début à la main. Et si tu veux faire une marketplace, typiquement, trouve un client, démarche-le, et qui a une demande bien précise, trouve un prestataire qui peut gérer cette demande, et fais-en signer un premier et prends tes premiers 200 balles, et une fois que tu as validé que le modèle fonctionne, développe le truc. Mais effectivement, hein, je vais pas vous mentir, effectivement les muses c'est dur, c'est comme tous les business, et j'ai essayé de vous partager un peu tout ce que je savais, mais il n'y a pas de secret, chaque cas sera vraiment différent, et il y a des chances que vous perdiez un peu de temps dans l'histoire, mais il y en a d'autres qui vont en gagner et pour qui ça va changer la vie. Donc à vous de savoir si vous êtes prêt à prendre ce risque, à utiliser ce temps, à prendre vos soirs et vos week-ends à développer des muses. Mais c'est pour ça qu'il faut le prendre comme un jeu. Si vous le prenez comme un jeu, au pire vous raterez et ce sera marrant. Ok, merci à tous, bon après-midi.